Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode du Globecast, exceptionnellement divisé en deux parties pour un nouveau décryptage de l'actualité. Nous sommes fin novembre 2024 et ce mois-ci, l'actualité la plus relayée du monde porte une casquette rouge et entend rendre à l'Amérique sa gloire d'antan. Look what happened. Is this crazy? But it's a political victory then. Au terme d'une campagne structurée par la lutte contre l'establishment et le deep state, il est temps, pour le candidat le plus anti-système du système bipartite américain, de préparer son investiture et Donald Trump a très rapidement amorcé la transition vers son deuxième mandat. À l'agenda, une réduction des dépenses fédérales, un processus global de dérégulation de l'économie et un protectionnisme commercial marqué. Pour porter ce programme, d'ici à sa passation, le président entrant est en charge de nommer plus de 4000 personnes. Je suis Gustave Bouillon et pour les deux prochains épisodes, tous deux d'une quinzaine de minutes, nous allons passer en revue avec Noé Koff certains des grands noms de cette sélection pour chercher à y observer des tendances et à en saisir les grandes orientations politiques pour le mandat à venir. Le Globecast épisode 2, c'est maintenant. Les premières annonces de Trump concernant l'équipe qu'il entend mettre au service des États-Unis montrent une attache à des personnalités publiques et médiatiques peu expérimentées dans leur domaine de compétences, mais ayant presque toujours porté des positions politiques conservatrices alignées sur le plan idéologique avec le président. Alors que les premiers noms du mercato Trump ont été publiés, le camp démocrate a marqué son opposition à une orientation jugée inadaptée et manquant de crédibilité, notamment en matière de services publics. Rentrons sans plus attendre dans le vif du sujet avec la nomination la plus polémique peut-être, celle de Pete Hegseth au secrétariat d'État à la Défense. Ancien capitaine de la garde nationale et vétéran des guerres d'Irak et d'Afghanistan, ce dernier ne revendique pourtant aucune expérience dans le commandement militaire. À vrai dire, ces dernières années, la carrière de Pete Hegseth est plutôt médiatique. Depuis 2017, il présente Fox & Friends sur Fox News et publie en parallèle des ouvrages comme American Crusade, Battle for the American Mind et The War on Warriors, tout droit paru entre 2020 et 2024. Proche de Trump, ce dernier est loué par le président dans un communiqué datant du 12 novembre dernier, selon lequel Pete est un dur, un intelligent et un vrai croyant de l'Amérique d'abord, et selon lequel, avec Pete à la barre, les ennemis de l'Amérique sont prévenus, l'armée américaine sera à nouveau formidable et l'Amérique ne reculera jamais. Le futur secrétaire d'État a déjà affirmé certaines de ses grandes positions. Il est fermement opposé à l'intégration des femmes dans l'armée, à toutes les minorités de genre sexuel et plus largement aux politiques s'intéressant à la représentation au sein des armées. We should not have women in combat roles. It hasn't made us more effective, hasn't made us more lethal. Over human history, men in those positions are more capable. Du côté des réactions publiques, sa nomination est vivement critiquée, notamment par Eric Edelman, sous-secrétaire à la Défense sous George W. Bush, qui dénonce un choix politique reposant sur l'unique critère de loyauté à la figure présidentielle. Passons désormais à l'un des autres grands noms de cette administration, Mehmet Oz. Ex-chirurgien de 64 ans, célèbre pour avoir animé pendant une dizaine d'années l'émission Dr. Oz Show en partenariat avec Oprah Winfrey, ce dernier dirigera à compter de janvier l'assurance maladie publique états-unienne. Beaucoup de professionnels de santé sont critiques vis-à-vis de cette nomination, le Dr Oz ayant été accusé de promouvoir des traitements et suppléments controversés, voire dangereux, lors de la pandémie de Covid-19. Pourtant, le pas si nouveau président présente son ministre comme un atout de taille pour résoudre ce qu'il identifie comme la crise de la santé publique aux États-Unis, présentant cette nomination comme une occasion de réduire les dépenses inutiles et la fraude qui ravagerait le système de santé du pays. Chez ses détracteurs, on fustige un acte provocateur, symptôme d'une approche médiatique et iconoclaste de la gouvernance. Justement, pour chapeauter le secteur de la santé, le président Trump a fait le choix de nommer ministre Robert Kennedy Jr. Ce dernier est connu pour ses positions anti-vaccins et son scepticisme à l'égard de la communauté scientifique. Mais une fois les points de convergence sur le complotisme et la dénonciation de l'establishment pris en considération, la nomination du neveu de JFK paraît à bien des égards surprenante. Issu d'une famille emblématique de la vie politique américaine, la carrière d'avocat de ce dernier a été consacrée à la défense de l'environnement, s'engageant notamment contre des multinationales comme Monsanto. Très critique des agences fédérales, il dénonce des conflits d'intérêts et l'influence de l'industrie pharmaceutique sur les politiques de santé publique. Ces positions ont aussi une large dimension complotiste, ce dernier ayant notamment établi des connexions pour le moins discutées entre la vaccination et l'autisme.
Largement critiquée par la communauté scientifique, certains membres de celle-ci déplorent des positions idéologiques qui risquent de remettre en cause des avancées en matière de santé publique et de lutte contre des épidémies comme la polio. Aux commandes de son ministère, ce dernier entend lutter contre la corruption dans les agences de santé fédérales et s'attaquer aux grands laboratoires pharmaceutiques et agroalimentaires. RFK prévoit aussi de réformer le Food and Drug Administration pour lutter contre les additifs alimentaires et produits chimiques dangereux qu'il juge responsables de nombreuses maladies chroniques aux États-Unis. La nomination du neveu Kennedy a reçu la bénédiction d'une partie des démocrates. Certains membres de l'opposition, comme le gouverneur du Colorado Jared Polis, soutiennent les efforts de RFK pour réduire les coûts des médicaments, bien que ses positions sur les vaccins restent un point de friction avec le camp démocrate. La méfiance marquée du futur ministre à l'égard du milieu médical provoque l'inquiétude de nombreux scientifiques et démocrates. De leur côté, les grandes corporations pharmaceutiques et agroalimentaires pourraient voir leurs marges bénéficiaires affectées par les réformes du nouveau ministre. Sur le plan médiatique, des organes de presse comme le New York Post et d'autres médias plus proches du président élu ont exprimé des réserves, estimant que la nomination de RFK viole les principes fondamentaux de la médecine. Le ministère de l'Éducation, maintenant, sera quant à lui occupé l'année prochaine par Linda McMahon, ancienne directrice de la ligue de catch WWE et membre de longue date du clan Trump, pour lequel elle avait déjà, entre 2017 et 2019, dirigé la Small Business Administration, sorte de ministère des petites et moyennes entreprises. Linda McMahon porte un projet politique d'autonomisation des États et des parents en matière de décision éducative. Par ses positions conservatrices, elle illustre la polarisation de la question éducative aux États-Unis autour de l'enjeu de l'enseignement des droits des minorités, des femmes et des communautés LGBT+. Sur ce point, dans l'aftermath de l'élection, le rejet public par certains cadres démocrates frustrés de leur défaite de la défense des droits des citoyens transgenres, qui sont présentés comme le facteur principal de la défaite du camp, sonne d'ailleurs la réussite d'un cadrage républicain autour du sujet, par un glissement à droite de tout l'échiquier politique en matière de défense des minorités de genre et sexuelles. Cette question politique, pourtant peu investie par la campagne démocrate, a fait l'objet d'une campagne agressive, financée à hauteur de 35 millions de dollars par les républicains et leur soutien, une opération qui reviendrait, selon certaines estimations, à plus d'une centaine de dollars par individu concerné, investi par la droite américaine dans la lutte contre la communauté transgenre. En parallèle, à côté de ce ministère, McMahon occupe un rôle transitionnel. Elle co-dirige l'équipe de transition vers l'administration Trump, aux côtés d'Howard Lutnick, futur secrétaire au commerce. Au ministère de la Justice, Donald Trump a fait le choix de Pam Bondi, ancienne procureure générale de Floride et alliée de longue date. Ce choix fait suite au retrait de Matt Gaetz, pressenti pour occuper le poste, mais faisant l'objet de trop de controverses et de plusieurs enquêtes menées par la Chambre des représentants, notamment pour détournement de mineurs et consommation de drogue. Pam Bondi a été procureure générale de Floride de 2011 à 2020. Elle a également participé à la défense de Trump lors de son procès en destitution, s'impliquant aussi, plus tard, dans des démarches de contestation judiciaire de l'élection de Joe Biden. La mission de la future ministre est affichée. Recentrer l'action du ministère de la Justice sur la lutte contre la criminalité et le rétablissement de la sécurité aux États-Unis. Rééquilibrer ce que le camp Trump considère comme une instrumentalisation du département de la justice contre lui et d'autres républicains. Au ministère du Travail, très rapidement, on fait le constat d'une autre nomination surprise. Lori Chavez Derrimer, ancienne représentante de l'Oregon, apparaît étonnamment progressiste et soutient les syndicats. Elle porte un projet d'expansion des droits des travailleurs qui contraste avec les politiques menées jusqu'ici par Trump. Enfin, la nomination star de ce mercato de fin d'année ne fait pas l'ombre d'un doute. Elon Musk a rejoint la campagne de Trump, portant un projet de lutte contre la bureaucratie fédérale et de diminution du poids de l'État à travers ce qu'on appelle le Dodge. Le choix de Musk par Trump, sur lequel nous allons revenir un peu plus longtemps que sur les autres nominations, est motivé par la critique constante des régulations que porte le businessman, les jugeant excessives et freins à l'innovation. Le Dodge, pour Department of Government Efficiency, est annoncé comme une des nouveautés du prochain mandat. Ce département est pensé comme une entité indépendante, sans approbation ni supervision du Congrès, formulant des recommandations afin de démanteler la bureaucratie et limiter l'action de l'État. Le futur président lui-même a comparé cette institution au projet Manhattan, soulignant la dimension historique et en ces termes révolutionnaires de l'initiative. Ce département n'officierait toutefois que sur le temps court, et sa dissolution est prévue au 4 juillet 2026 pour coïncider avec le 250e anniversaire de la Déclaration d'indépendance des États-Unis. Sur le plan communicationnel,
la figure d'Elon Musk joue un rôle prépondérant autour du projet. L'acronyme Doge lui-même fait référence au Dogecoin, crypto-monnaie promue par Musk, mettant l'emphase donc sur la facétie médiatique et l'empreinte personnelle du PDG de Tesla dans le projet global. Elon Musk et Vivek Ramaswamy, co-directeur du Doge, déploient une rhétorique agressive, annonçant qu'ils n'aborderont pas cette mission avec douceur et fustigeant ceux qui gaspillent les ressources gouvernementales. En ce qui concerne son fonctionnement, le Doge fera l'objet d'une forte indépendance, opérant hors des structures fédérales, ce qui permet de contrer la nécessité d'un aval du Sénat et permet aussi à Musk de rester à la tête de ses entreprises. L'interlocuteur principal du département sera tout simplement la Maison-Blanche, au gré de laquelle seront mises en œuvre les recommandations. Au niveau des échéances financières, le Doge promet une réduction des coûts. Elon Musk estime donc pouvoir réduire de 2000 milliards de dollars les dépenses fédérales, soit d'environ 7% du PIB américain, un palier qui paraît difficile à atteindre sans s'attaquer au programme de sécurité sociale et à Medicare que Trump a pourtant promis de protéger. Sur ce point, le milliardaire a plusieurs cibles budgétaires désignées. Il entend réduire le coût des agences fédérales en suspendant les financements jugés abusifs, et ce par décret présidentiel. Ces restrictions budgétaires visent notamment les radios et télévisions publiques, considérées comme un bastion militant de gauche, et leurs 535 millions de dollars de budget annuel. Elles devraient aussi porter atteinte aux associations sociales comme le planning familial, dont le budget cumulé avoisine les 300 millions de dollars par an. Au niveau multilatéral maintenant, Musk entend réduire d'1,5 milliard de dollars les subventions d'organisations internationales, et en parallèle, Musk et Ramaswamy ciblent aussi les dépenses militaires excessives, arguant qu'au terme de 7 manquements d'audit consécutifs, le Pentagone serait incapable de justifier son budget annuel de plus de 800 milliards de dollars. Cette attaque ad hominem du Pentagone révèle d'ailleurs l'alternative que semble avoir trouvé l'administration Trump à des coupes dans le budget de la sécurité sociale et de Medicare. Doge devrait aussi, en collaboration avec la Maison-Blanche, mener au démantèlement à terme du ministère de l'Éducation, dans lequel Trump voit la diffusion d'idéologies progressistes. Cette mesure marquerait la fin du soutien financier fédéral aux États pour l'éducation, à des fins de lutte contre l'endoctrinement perçu de la jeunesse américaine par des idées dites woke. L'amaigrissement de la bureaucratie fédérale pourrait satisfaire une partie de l'électorat républicain, mais les doutes persistent quant à la faisabilité des économies annoncées, surtout sans impacter les programmes sociaux protégés. Au niveau économique, les secteurs réglementés comme l'environnement, l'énergie et la technologie pourraient voir des remodelages significatifs, avantageux pour certains groupes industriels, mais risquant de générer une opposition de la part des militants et des organisations environnementales. Oui, et un tel projet peut paraître difficile à justifier légalement. Seulement, avec le soutien d'une majorité conservatrice de 6 juges contre 3 à la Cour suprême, Musk et Ramaswamy font le pari d'un moment politique favorable à une transformation structurelle de l'État fédéral. Sur le plan juridique, ils invoquent 2 décisions récentes de la Cour suprême qui justifieraient leur projet de démantèlement d'agences fédérales et de dérégulation. La première est la décision sur l'EPA, adoptée en 2022, et par laquelle la Cour a restreint les pouvoirs de l'Agence de protection de l'environnement, soulignant que certaines régulations nécessitent une autorisation spécifique du Congrès. La deuxième, adoptée en juin au sujet de la doctrine Chevron, est revenue sur une jurisprudence quarantenaire afin de réduire le pouvoir des agences fédérales de permettre une interprétation libre de leurs mandats légaux. Ces décisions permettent à Musk et Ramaswamy de recommander à la présidence de suspendre certaines régulations par décret sans intervention du Congrès. Ces 6 premiers noms traduisent une première tendance pour le projet Trump 2025 à composer avec des figures médiatiques. Elon Musk, figure prépondérante de la campagne électorale, proposant des mesures personnelles et opérant presque comme une seconde tête de liste des républicains, fournit l'exemple le plus criant. Jim Himes, représentant démocrate, critiquait sur ce point le virage, je le cite, « un gouvernement télé-réalité », se disant préoccupé par les nominations de personnalités sans expertise gouvernementale. La deuxième dynamique structurante que rappellent ces nominations est la loyauté au président. En 2022, Mehmet Oz s'était, sans grand succès, présenté aux élections sénatoriales de Pennsylvanie. Il était déjà soutenu à l'époque par Donald Trump. Linda McMahon suit une trajectoire similaire. Elle a essuyé des défaites électorales par le passé, mais bénéficie pour 2025 de la confiance de Trump, auquel elle apporte son soutien financier depuis 2016. Au-delà de ces 2 profils, et plus frappant encore, le choix par Trump de nommer sa propre avocate Pam Bondi traduit une volonté claire d'installer des fidèles dans les plus importants ministères, en l'occurrence le ministère de la Justice, auquel il avait reproché sa partialité lors des poursuites menées à son encontre.
À ces nominations choc s'ajoutent d'autres noms plus convenus, sur lesquels nous reviendrons dans la suite de cet épisode, à écouter ce dimanche sur YouTube et SoundCloud. D'ici là, l'équipe du Globecast vous souhaite une bonne journée, soirée ou nuit, et vous invite à rester connectés sur les différents réseaux de Négopolis pour un nouveau débrief de l'actualité.